Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Big Data et données non structurées pour des politiques publiques innovantes, présentée par la professeure Nathalie de Marcelis-Varin. Je me présente, Laurence Renaud, conseillère à la planification et à la performance chez Evado. Je serai la modératrice de cette présentation. Tout d'abord, quelques mentions. Le temps est très précieux aujourd'hui puisque les présentations vont s'enchaîner. Alors ne m'en veuillez pas lorsque je vous indiquerai qu'il restera 2 minutes ou lorsqu'il s'agira de la dernière question posée. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à la droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Nous vous demandons d'utiliser l'onglet questions pour celle-ci. Nous vous conseillons de les écrire tout au long de la présentation. Ce qui m'amène à spécifier qu'il n'y a pas d'option d'interaction audio avec les plateformes. La manière d'interagir est par le chat et je rapporterai vos questions à la présentatrice à la fin de sa présentation. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles dans les prochains jours. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre conférencière. Donc, Nathalie de Marcelis-Varin est présidente directrice générale du Cyrano. Elle est professeure titulaire au département de mathématiques et génie industriel de Polytechnique Montréal. Elle est visiting scientist à la Harvard Teach and School of Public Health et co-responsable de la fonction veille et enquête de l'Observatoire international des impacts sociétaux du numérique et de l'IA. Elle collabore à de nombreux projets de recherche sur l'adoption des technologies émergentes et des impacts sociétaux. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir partager l'expérience Cyrano dans un contexte de nouvelles méthodologies, de nouvelles données, et notamment pour remplir notre mission sur les politiques publiques innovantes. Alors, je vais partager ma présentation. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de vous donner à la fois comment un centre de recherche en politique publique qui rallie un grand nombre de chercheurs dans différents domaines s'adresse aux décisions politiques publiques en utilisant les nouvelles méthodes en sciences des données. Donc, rapidement, le Cyrano, c'est un réseau de 280 chercheurs. Vous voyez, on a 9 grands thèmes de recherche sur lesquels on essaye d'aider à la prise de décision de nos partenaires et notamment à supporter les politiques publiques. 3 pôles fédérateurs transversaux qui font appel en fait à différentes thématiques, tout ce qui concerne les sciences des données et l'intelligence artificielle, la modélisation de l'économie du Québec et l'innovation en santé. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'aider nos partenaires à prendre des meilleures décisions. Donc, vous voyez, on regroupe toutes les universités du Québec. On a un grand nombre de partenaires corporatifs. Notre partenaire principal est le gouvernement du Québec par l'entremise du ministère des Finances et donc beaucoup d'autres projets qui se font pour aider justement les décideurs publics et un grand nombre de partenaires académiques dont fait partie Evado. Donc, quand on parle d'intelligence numérique collaborative au Cyrano, j'ai 2 grands volets que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est l'aspect justement données et modélisation, de voir comment en sciences sociales on utilise les sciences des données et les nouvelles types de données, et aussi comment on a mis en place une plateforme collaborative pour la recherche qui permet à la fois évidemment de collaborer dans des projets et d'utiliser évidemment la science des données pour former nos étudiants qui travaillent sur les projets de recherche, et je vais étayer en fait ma présentation de plusieurs exemples. Alors, je commence par vous dire que quand on parle de politique publique basée sur les données probantes, ce qu'on appelle le Evidence-Based Public Policy, on pense tout de suite évidemment aux données structurées, donc un grand nombre de données qui nous viennent en fait de différentes sources. De plus en plus, évidemment, on fait appel à des données massives parce qu'on a de plus en plus de données disponibles. Donc là, c'est un premier changement qui est intéressant pour nous. On utilise souvent des données brutes. Ça peut être des données économiques, des données de recensement, des données de santé. Et l'idée, évidemment, dans l'amélioration de nos processus, à la fois, c'est l'effet de taille par les données massives, mais c'est aussi la visualisation des données. Donc, en fait, une bonne façon, finalement, de faire passer des messages ou d'aider les décideurs publics, c'est de pouvoir présenter un certain nombre de données d'une forme visualisée.
L'autre élément, en fait, qui est plus, comme je vais le montrer, un changement de paradigme, c'est d'utiliser des nouvelles données, en fait, des nouvelles sources de données, comme des données non structurées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va aller chercher de l'information dans l'actualité financière, dans les rapports annuels, dans des discours qui peuvent être faits, donc dans des données textes, dans des conversations sur les réseaux sociaux, les brevets, ce qui est écrit dans les brevets. Donc là, c'est plus des données d'analyse. Donc, vous voyez la différence, c'est qu'on est dans des données d'analyse et des données pour lesquelles, évidemment, on ne peut pas les traiter directement. Il va y avoir, évidemment, une première méthodologie à faire. Donc, données massives est vraiment l'aspect qui a été modifié et la donnée non structurée, c'est les nouvelles méthodes qu'on utilise actuellement. L'autre élément, évidemment, dans les modifications, dans l'avancement de nos travaux, c'est les nouvelles approches de modélisation. On a, depuis évidemment de nombreuses années, on travaille avec des techniques d'économétrie qui expliquent des phénomènes, on fait des estimations, de l'inférence, et de plus en plus, en fait, on arrive à ce qu'on appelle notre fameux changement de paradigme, à essayer de voir comment on peut mettre en place et utiliser des modèles prédictifs. Donc là, on est dans une nouvelle configuration en utilisant les nouvelles modélisations d'apprentissage machine avec des modèles supervisés, auto-supervisés, le NLP et les réseaux de neurones, donc qui nous permettent finalement de modéliser et de faire de la prédiction. Donc en fait, vous allez le voir, ça peut être intéressant, notamment dans certains contextes de crise ou des contextes de problèmes de politique économique qui pourraient être mis en évidence par rapport à ces nouveaux modèles. Donc, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, en fait, pour illustrer mes propos. Des confinements, l'aide ou le support au gouvernement, notamment pour réfléchir à quels sont les secteurs qu'il faudrait déconfiner en premier ou confiner, en tout cas. Donc, des questions avec des enjeux sanitaires, évidemment, et des impacts économiques. Alors, si on regarde les impacts estimés par secteur, là, j'ai pris un exemple qui a été proposé par un cabinet de conseil où on voit les secteurs impactés, les impacts que ça peut avoir sur les liquidités, la capacité de rebond. Donc, vous voyez que, évidemment, quand on ferme un secteur économique, il peut y avoir un grand nombre d'impacts. Donc, là, l'objectif pour nous, c'était de voir, OK, on a ces indicateurs économiques, on est capable de les mesurer, on est capable aussi de voir la capacité de rebond, de voir comment on va pouvoir, si vous voulez, prendre en compte aussi les enjeux sanitaires. Donc là, on était dans des données structurées. On a un certain nombre de collègues. Donc là, je cite les travaux de mes collègues de l'UQAM, Marie Connolly et Catherine Haak, qui étaient vraiment reliés autour, en fait, de essayer d'évaluer les risques par profession et par industrie au Québec et de regarder à la fois la part de cette industrie dans le PIB québécois. Et ils ont construit un indice de risque qui était relié notamment au risque de transmission virale dans la profession. Donc, pour chaque profession, il y avait un certain nombre d'indicateurs qui permettaient de savoir si vous étiez en relation avec des clients, si vous étiez en relation proche de vos collègues, quand vous travaillez, selon le nombre de personnes dans l'entreprise, la démographie de l'entreprise, jeunes enfants, personnes âgées. Donc, il y avait toute une série d'informations. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a amené en fait une visualisation de ces données-là, donc un grand nombre de données qui sont traitées en temps réel pour pouvoir regarder finalement cet indice de risque par profession. Et donc, on est capable de regarder. Donc ça, c'est un premier élément. Vous pouvez regarder tout ce que je présente sur notre site Internet. Donc, des données structurées qu'on a mis dans une valorisation en construisant un indice pour arriver à une aide à la décision. D'autres exemples, en fait, qui sont intéressants, c'est les recherches, par exemple, qui sont effectuées sur Google. C'est un autre exemple, donc, de données non structurées, cette fois, ou de données qui sont reliées, en fait, à des recherches sur Internet. Donc, avec Google Trends, vous êtes capable de regarder. Donc là, vous voyez, vous avez l'évolution des recherches qui ont été faites sur la PCU. Vous allez me dire, OK, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un pic, si vous regardez bien, ça correspond à une annonce du gouvernement, donc le départ, puis les mises à niveau, puis les poursuites à chaque fois du programme, par exemple. Ce que ça veut dire, quand on fait ce type d'études-là, c'est qu'on est capable d'anticiper le nombre de demandes en fonction des recherches qui vont être faites, les nouvelles demandes, ceux qui sont rajoutés en fonction des éléments. Donc, toute une série d'informations qu'on n'avait peut-être pas, mais qui peuvent servir, si vous voulez, à aider, en fait, le gouvernement, notamment les dissertes publiques, dans ce contexte de recherche, par exemple, ou de nouveaux programmes qui est proposé. D'une façon plus générale, d'ailleurs, si cela vous intéresse, il y a de nombreuses recherches qui sont faites à partir, justement, des recherches sur Internet. Et Varian, qui est un économiste, en fait, qui a vraiment commencé à utiliser ces données-là avec Google, a montré comment ces données de moteurs de recherche, par exemple, pouvaient prévoir, pour certains indicateurs économiques, certaines valeurs. Donc, il dit, selon les recherches qui sont faites, on est capable de prévoir les ventes d'automobiles, les demandes d'indemnité chômage,
la confiance des consommateurs. Donc ça, ce sont des exemples en fait où on utilise une nouvelle source de données qu'on n'utilisait pas du tout avant et qu'on structure pour pouvoir justement faire des prévisions, par exemple sur certains indicateurs. Donc une autre façon de faire. Il y a en 2013 un autre travail qui avait été fait, une autre recherche. Là, on prévoyait le prix des logements sur les recherches qui étaient faites. Donc avant même, les gens avant même de se mettre à acheter ou à vendre des maisons, évidemment, font un certain nombre de recherches sur Internet avec certains termes sur le prix des logements, l'immobilier, et ils ont montré eux que c'était corrélé avec les intentions des acheteurs. Donc une autre façon d'aller chercher, donc un autre exemple qui a permis évidemment d'analyser, d'aider en fait, qui peut aider en fait le décideur public. On a aussi évidemment maintenant accès à toutes les conversations sur les réseaux sociaux, donc un grand nombre de données non structurées. Là, je prends l'exemple en fait des données qui sont issues de Twitter. Alors c'est sûr que c'est 5% de la population qui utilise ces données-là, mais c'est un bon proxy pour déjà regarder quelles sont les conversations et les enjeux qui sont relevés. Donc là, pendant une certaine période, nous avons collecté en fait tous les gazouillis qui ont été, qui avaient le mot-clé en fait coronavirus. Et donc on est capable de regarder en fait qu'est-ce qui ressort le plus. Alors évidemment, là, c'était, il y avait le confinement, il y avait certains endroits. Donc là, c'était en français, on l'a fait dans différentes langues. On est capable aussi de voir qu'en fait, il y a un pic de gazouillis qui se fait au moment des conférences de presse, par exemple. Donc, toute une série d'informations. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a collecté ces données, qui ont évidemment d'autres données associées, parce qu'on est capable de savoir peut-être la localisation, on est capable de savoir l'heure, on est capable de savoir un certain nombre de métadonnées associées à chaque gazouillis, on est capable aussi de faire des analyses plus approfondies par rapport à ça. Donc, on fait des analyses de sentiments sur les textes. Donc, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif? Quelle est la perception de la population par rapport à ces discussions-là? Donc, qui pourrait aider à réorienter, par exemple, les communications qui sont faites par la santé publique ou par les gouvernements. Et aussi, en fait, on est capable de faire des liens dans ces conversations. Donc, vous voyez, c'est toute une série d'autres sources de données où on va informer, où on va donner de l'information à nos décideurs en utilisant d'autres types de données. Donc, des discussions autour, par exemple, des femmes enceintes, des discussions autour des travailleurs. On a des choses qui sont reliées autour des enfants, de l'immunisation, de la transmission. Donc, on peut aussi avoir ce type d'analyse qui va faite et qui va vraiment éclairer les données qui peuvent être utilisées. On est allé aussi à regarder tout ce qui est publié sur les réseaux, pas sur les réseaux sociaux, mais dans la littérature académique. Donc là, si vous voulez, c'est aider en fait, encore une fois, on a fait un package en R qui est mis à jour quotidiennement. On a toutes les références d'articles qui sont publiés. Et donc là, ça permet évidemment, là aussi, c'est qu'en ayant fait ce package, c'est une façon finalement d'aider, là on est dans le contexte de la santé publique, et de pouvoir regarder donc le nombre d'articles qui a été publié depuis le début de la pandémie, de regarder où sont les pays que ça se publie, les collaborations de publication et des choses comme ça. Donc, on informe évidemment le décideur public dans ce cas-là, dans un contexte de santé publique. D'autres éléments qui sont intéressants, évidemment, on peut faire toutes sortes. Alors, j'ai fait exprès de vous donner quelques exemples de visualisation. On est capable de savoir c'est qui les auteurs principaux, c'est quoi les sujets, les grandes thématiques par lesquelles on les aura tracées, donc en épidémiologie, au niveau du diagnostic, au niveau de l'infection, de la transmission. Vous voyez, on peut faire évidemment toute une classification de ces travaux en particulier. De plus en plus, en fait, donc ça, on était sur la partie données, donc données structurées qu'on visualise, données non structurées qu'on utilise en termes d'analyse et de visualisation aussi. On a maintenant de plus en plus, en fait, des recherches qui utilisent les méthodologies de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour, si vous voulez, modifier en fait nos façons. Alors, j'ai pris l'exemple, plusieurs travaux qui ont été faits par des collègues, je cite notamment les travaux de Dalibor Sivanovic et son équipe, sur les nouvelles méthodes en fait de prévision macroéconomique qui utilisent l'apprentissage automatique. Alors là, c'est tout un changement de paradigme aussi dans la façon de faire, parce que là, on va justement essayer de voir quel est l'impact. On a toute une série de données qui permet de montrer, par exemple, qu'il va y avoir, qu'on prédit une augmentation de certains indicateurs économiques en fait au niveau de la prédiction. Et donc, si vous regardez la petite note qui est là, c'est que c'est important, c'est que les données massives auxquelles on a accès maintenant, ça se résume par un très grand nombre de séries temporelles et pas par une hausse des périodes. Les périodes, on les avait, c'est des données que nous avions, mais là, on est capable, en fait, de rentrer encore plus de sources de données dans notre modèle et un grand nombre de données massives, en fait, qui permettent, avec ces techniques-là, de les prévoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et
du coup, au Cyrano, on a au sein du pôle modélisation de l'économie du Québec, on a des travaux qui sont faits justement pour améliorer, modéliser différemment en fait les prédictions économiques et d'aider en fait notamment nos décideurs publics à faire de meilleures prévisions en utilisant ces nouveaux modèles. Alors c'est sûr que notre pôle, par exemple, ça c'est des exemples, on fait une veille des meilleures pratiques en modélisation justement pour voir comment on peut aider le gouvernement. Alors là, c'est tous les modèles, pas uniquement ceux d'apprentissage machine, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, on les aide à faire les bons choix de modélisation. On essaye aussi de transférer l'expertise vers le personnel du gouvernement. Donc, c'est des travaux qui sont faits pour le gouvernement ou pour des décideurs publics, mais où on essaye aussi d'avoir du transfert de connaissances pour qu'ils améliorent évidemment leur modèle, et on est dans le développement avec eux de nouveaux modèles. Donc, c'est un modèle de collaboration aussi. Donc, on travaille sur les nouvelles méthodologies et on essaye de les transférer. Alors, vous avez des exemples, là, je vous ai donné deux exemples que vous pouvez aller regarder. En fait, on a publié récemment le Québec économique neuf, une publication phare au Cyrano thématique. Cette année, c'était sur les défis de la transformation numérique et les perspectives. Et il y a 2 chapitres spécifiques qui sont consacrés justement aux avantages de la science des données, l'utilisation de la science des données pour les politiques publiques, et aussi l'exemple que je viens de vous donner sur les prévisions macroéconomiques à l'ère des données massives et de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ça vous permettra d'avoir des bons exemples d'application. Le deuxième point que je voulais faire, donc vous voyez, là je vous ai montré qu'en fait, au sein de Cyrano, on a toute une équipe en sciences des données qui travaille sur les méthodologies de recherche pour adresser des questions qui s'adressent évidemment aux grands enjeux de société. J'ai focalisé sur la santé, mais on a beaucoup de travaux qui regardent en fait tous les autres enjeux au niveau de l'environnement, des politiques publiques et de tous les autres éléments, vieillissement de la population, la santé, les dépenses, donc toute une autre série de projets. Et l'autre élément, c'était de montrer en fait que nos méthodes de travail en fait sont aussi collaboratives. Et je me suis focusée évidemment aujourd'hui sur la science des données et l'utilisation de la science des données par nos chercheurs. Et donc, on a aussi toute une formation finalement en sciences des données qui est inclus en fait un petit peu dans nos travaux, puisqu'on implique nos professionnels de recherche, nos étudiants de maîtrise et doctorat directement dans nos projets. Et pour améliorer évidemment les travaux, on a de nombreux projets évidemment qui utilisent la science des données et notamment les données non structurées. Donc en fait, on utilise actuellement une plateforme en mode exploratoire, la plateforme technologique Nuanceur, qui a été développée par Thierry Darin, professeur à HEC, qui est un chercheur principal en sciences des données au Cyrano, et on utilise cette plateforme en tant que service, dans le sens où c'est qu'on a accès à nos équipes et nos professionnels peuvent y avoir accès. Et ça permet à la fois évidemment d'y stocker les données de recherche, d'avoir un travail collaboratif, mais aussi comme ils ont accès évidemment à tous les logiciels qui sont nécessaires à l'analyse des données, à l'apprentissage automatique, avec différents langages, c'est une façon de collaborer. Et donc c'est une façon dont tous nos chercheurs et nos professionnels qui sont intéressés par certains projets en collaboration avec l'équipe du professeur Varin travaillent en fait sur cette plateforme-là. Donc c'est d'autres façons de montrer que on est à la fois finalement dans la méthodologie, mais aussi on développe en fait des outils collaboratifs pour travailler sur ces ensembles-là. Donc là, c'est l'exemple de notre lab virtuel qui est utilisé par certains membres de notre équipe à la fois. Puis vous voyez que vous avez toute une série en fait, le Git est là, le RStudio, le cloud, et puis évidemment une façon de travailler en collaboration sur le chat. Donc on fait de la science des données, mais aussi on utilise finalement les nouveaux modèles, les nouvelles plateformes d'échange pour travailler ensemble en fait. Donc on a 2 produits à Cyrano qui sont Mondo International et le baromètre Cyrano. Donc, ils sont des produits qui présentent, en fait, dans le cas de Mondo International, ce sont des données. Donc, il y a une collecte des données en temps réel, un certain nombre de bases de données. Et à la fois, quand vous êtes connecté sur Mondo International, vous pouvez non seulement aller regarder certains indicateurs. Donc, c'est une façon, on visualise des données basées sur des indicateurs, dans ce cas-là, et de comparaison entre pays pour le cas de Mondo. Et vous pouvez les visualiser de différentes façons. Donc, on travaille beaucoup, en fait, sur la valorisation des données et l'accès facilité à nos chercheurs sur ces données-là, mais aussi à nos partenaires. Dans le cas du baromètre Cyrano, on collecte depuis 2011 en fait des données auprès de la population du Québec sur leurs préoccupations, et au sein finalement du site qu'on a développé
développé, vous avez accès évidemment à toutes les données depuis 2011 et vous pouvez voir en fait l'évolution des préoccupations de la population. Le baromètre 2021 est en préparation et va compléter finalement ces éléments-là. Donc, propulsés par Nuancer. Alors, ce sont des exemples à la fois, si vous voulez, qui comportent l'aspect données. Donc, vous voyez que en sciences sociales, on s'adresse à des recommandations de politique publique, notamment. J'aurais pu parler aussi des travaux qu'on fait avec nos partenaires privés, mais de façon intéressante, on innove au niveau des types de données qu'on va utiliser. Données structurées, massives et tous les enjeux et toute l'utilité de pouvoir analyser des données, de grandes bases de données. On a les données non structurées qui maintenant sont une richesse qu'on apporte à travers différents exemples auprès de nos décideurs et aussi on travaille en fait évidemment sur ces nouvelles méthodologies qui peuvent permettre de faire des modèles prédictifs et donc de modifier un petit peu le paradigme que nous avions au niveau des prévisions économiques notamment. Donc tout un exemple en fait, un grand nombre d'exemples qui montrent qu'on met cette analyse des données et la science des données au cœur en fait des politiques publiques. C'est pour ça que je parlais de politiques publiques innovantes en introduction parce qu'on amène ces éléments-là. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vais être prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Nathalie pour votre présentation. En attendant que les questions arrivent, car il y a un délai avec la plateforme de diffusion, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce que vous mettez en place en termes de formation pour vous assurer que vos partenaires aient les outils ou les compétences nécessaires lors de vos projets collaboratifs? Merci beaucoup pour cette question. En fait, en effet, je l'ai un petit peu expliqué rapidement quand je parlais du pôle modélisation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons nos chercheurs qui développent des nouveaux modèles, qui innovent et finalement dans les méthodologies au niveau des données utilisées et des méthodes. Et on s'assure, en fait, évidemment, de présenter nos modèles, mais pas juste en disant, voilà les résultats que nous avons trouvés avec ces nouveaux modèles. On est vraiment dans du transfert de connaissances, en fait. Donc, nos partenaires, les fonctionnaires qui sont, par exemple, en prévision macroéconomique, sont en échange avec les chercheurs, en fait. Donc, il y a des discussions. Donc, c'est de façon, on présente les travaux, mais on s'assure qu'ils comprennent bien la façon dont on utilise les nouveaux outils, les langages de programmation. Donc, c'est vraiment un processus qu'on a commencé à mettre en place et qu'on va continuer évidemment à faire parce que c'est important. On est dans la transformation numérique aussi du gouvernement d'une façon générale. Et là, on veut évidemment s'assurer qu'on pourrait les aider à s'équiper en fait de ces nouvelles méthodologies et de ces nouvelles sources de données et de montrer la pertinence. Alors, on est encore en fait un peu dans ce qu'on vous appellerait des cas d'usage, c'est-à-dire qu'on a certains modèles qui sont développés à partir de certaines bases de données. Notre objectif, évidemment, c'est d'étendre cette utilité en fait de ces nouveaux modèles en fait. Et donc, avec la plateforme notamment, on a un accès, par exemple, sur certains projets, donc tout le volet international, par exemple, où on peut l'utiliser et partager les informations comme ça. Merci beaucoup pour ces précisions. Là, on va encore attendre quelques minutes pour voir si des questions arrivent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la professeure. Sinon, l'autre élément sur lequel je trouve que c'est important aussi, c'est que la notion, je disais, de formation de nos étudiants professionnels et puis étudiants en maîtrise et en doctorat. Donc, de plus en plus, en fait, on intègre en fait tous nos étudiants. C'est le modèle de Cyrano, puis en collaboration. Il y a eu plusieurs d'ailleurs lors du dernier concours des données pour raconter. Nous avions 2 stagiaires d'Ivado qui étaient à Cyrano pour nous aider. On essaye à la fois de travailler sur le fond. Donc, on a des objectifs économiques, on a des enjeux de société, des enjeux démographiques. Donc, on regarde les problèmes de société, on les adresse avec nos théories économiques, mais évidemment, on essaye de plus en plus, en fait, de baser tous nos travaux sur des données qui permettent, en fait, justement, de parler de politique publique basée sur les données probantes, mais plus que ça, d'avoir aussi toujours un moyen de visualiser ces données. C'est pour ça que je vous donnais des exemples où on voyait, c'est pas seulement, on aurait pu faire une analyse sur les secteurs les plus à risque, par exemple, sanitaire et l'impact sur l'économie, mais là, le fait de l'avoir représenté, on est capable rapidement de voir. C'est pas juste des données, c'est vraiment une façon où vous cliquez sur certains aspects et vous voyez en fait apparaître ceux qui ont vraiment un impact important sur le PIB du Québec, ceux pour lesquels il y a le plus par exemple de travailleurs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des éléments qui sont différents et qu'on valorise aussi en fait. Et donc nos étudiants sont formés directement à la fois au fond et on les sensibilise à l'importance des données et des messages qu'on transmet et aussi c'est les futurs évidemment employés de nos partenaires, donc soit le gouvernement ou les autres partenaires. Donc c'est vraiment une façon de continuer leur formation sur des projets appliqués pour lesquels ils peuvent à la fois se former sur le fond et sur la forme.
Merci beaucoup, c'est vrai que c'est essentiel. Il n'y a toujours pas de questions, donc je pense que votre présentation est très claire. Donc, je vais encore attendre 1 minute. Après, je vous remercierai. Donc, pour des politiques publiques innovantes, si je peux conclure, en fait, Oui. il faut vraiment penser à toutes les opportunités de données qui pourraient être utilisées. Tu sais, je veux dire, je n'ai pas donné d'exemple sur l'analyse des discours, mais on a travaillé, par exemple, sur tous les discours des banquiers centraux. Donc, c'est une autre façon. On est capable de voir un petit peu, vous savez, les politiques monétaires selon le type de banquier central, selon le personnage, enfin, la personne qui est en charge de la politique monétaire. Tu sais, on peut regarder dans ces discours. On est capable de voir un peu, quand on fait des analyses de sentiments, par exemple, sur les discours, de voir un petit peu, de comprendre un petit peu mieux la politique ou les indicateurs. Donc, il y a toute une série maintenant de nouvelles méthodes, de nouvelles types de données. Dans les rapports annuels, on est capable, avant on les lisait un par un, maintenant on peut faire à ce que notre algorithme les lise tous, puis nous ressorte les mots-clés, les liens entre certains mots. Si on veut parler de développement durable, de responsabilité des entreprises par exemple, on est capable de voir comment ils en parlent dans leur rapport annuel. Donc il y a toute une série finalement de données qu'on n'utilisait pas avant et qui sont, là j'en ai parlé pour les politiques publiques, mais qui peuvent être utilisées pour tous les décideurs et au niveau plus stratégique évidemment. Ben, merci beaucoup. Là, la session va finir, donc je voudrais vraiment vous remercier pour votre présentation qui était excellente. Et je vous invite également, j'invite également le public à nous rejoindre pour la prochaine présentation dont le titre est La recherche utilisateur et la solution Cobalt du Tech3 Lab. Un grand merci encore Nathalie, puis à bientôt. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. À vous aussi.